Un bon entraîneur, ça n'existe pas. Un mauvais entraîneur, ça n'existe pas. Bon, évidemment, je vais pas tomber dans le relativisme absolu. Derrière ce titre provocateur, il y a quand même une réalité. Pep Guardiola est un meilleur entraîneur que Patrick Vieira, par exemple. Je pense pas trop me planter en le disant. Et je pense également pas trop me planter en disant que tout puisse être critiqué Patrick Vieira, il est fondamentalement bien meilleur que vous ou moi sur le banc d'une équipe. Mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est de rappeler à quel point un entraîneur n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu dans la plupart des cas, et à quel point on a des jugements définitifs et qu'on se trompe. C'est la plus grosse erreur d'analyse dans le football sur ce qui fait la réussite ou l'échec d'un entraîneur. C'était un petit édito que je mûrissais depuis pas mal de temps, mais il m'a l'air aujourd'hui d'autant plus pertinent dans l'actualité, puisqu'on a par exemple Habib Beye qui est annoncé du côté de l'Olympique de Marseille. Habib Beye, où j'ai déjà eu cette réflexion sur sa situation rennaise, où je vais l'avoir à nouveau du côté de Marseille si jamais il débarque là-bas. Et même Roberto De Zerbi, je vous ai parlé de mon ras-le-bol le concernant, du fait que pour moi il n'avait plus de solution à apporter à Marseille. Et malgré tout, quand je vous en reparlais récemment encore une fois, je rappelais que c'était pas un mauvais entraîneur, très loin de là. Donc dans cette vidéo, on va pas parler de l'Olympique de Marseille, on va parler d'un petit peu tous les clubs, d'un petit peu toutes les situations, du Paris Saint-Germain au FC Nantes. C'est ce qu'on appelle le grand écart du classement de notre Ligue 1, mais c'est un thème assez universel. On va bien terminer la semaine, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Tout entraîneur peut devenir un gros nulos. On a tendance à l'oublier, mais pour ça, il suffit d'une conjugaison d'ingrédients qu'on retrouve dans finalement pas mal de clubs. Par exemple, si vous prenez le meilleur entraîneur du monde qui débarque dans un club où sa direction lui fait absolument pas confiance, eh bien vous allez rapidement vous rendre compte que cet entraîneur, il va pas pouvoir avoir l'effectif qui l'intéresse, il va pas pouvoir aligner les joueurs qu'il veut, il va pas pouvoir mettre en place sa tactique parce qu'on va pas lui laisser de temps, et du coup, ça aura beau être un génie, ça donnera pas grand chose. Il y a également le cas de l'entraîneur qui est moins fort que son groupe, et ça c'est hyper intéressant parce que tu le vois dans beaucoup de grands clubs. Si tu es un entraîneur génial mais que t'as pas suffisamment d'autorité pour être davantage respecté que les stars de ton club, eh ben tu vas te faire saborder. On l'a vu dans 1001 clubs, on l'a vu à une époque au Bayern Munich, on l'a vu à une époque au Paris Saint-Germain, on l'a vu à une époque au Real Madrid, et en fait c'est toute la difficulté d'un monde du foot où les actifs financiers sont les joueurs et pas les entraîneurs, et on a beau être passionné de ballon rond, ce qui fait tourner le football, ça reste l'argent. Et un entraîneur qui a un joueur qui ne l'écoute pas et qui peut potentiellement le virer en faisant pression sur la direction, ça peut tout simplement pas être un bon entraîneur. Si t'es chef d'orchestre et que tes musiciens ne t'écoutent pas, ça peut rien donner. Je dirais en plus qu'il y a un troisième facteur, en plus du groupe et de ta direction, c'est l'environnement médiatique au sens large. Si tu as des supporters qui sont en train de descendre un entraîneur avant même qu'il dispute ses premiers matchs, si tu as un environnement médiatique, je parle là de la presse professionnelle pour le coup, qui veut abattre un entraîneur dès le départ, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, ces échos, ils vont lui faire extrêmement mal. T'as beau être un très bon entraîneur, il y a une lecture des matchs qui peut se faire de bien des manières. Si on choisit systématiquement le prisme d'analyse négatif pour commenter tes décisions au cours des rencontres, il faut pas croire que ça aura pas d'impact. Tous les joueurs disent qu'ils ne lisent pas la presse, qu'ils ne lisent pas les réseaux sociaux. On a 1001 preuves que c'est faux, et au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur les deux premiers points, à savoir la confiance que t'accordes ta direction et la confiance que t'accordes ton groupe. Donc en fait, ça peut plomber absolument n'importe qui, et il faut pas croire qu'un entraîneur qui échoue dans un club, c'est un entraîneur qui est mauvais, et je dirais même l'inverse, il faut pas croire qu'un entraîneur absolument fabuleux va forcément réussir dans un club. Si l'environnement est pas présent, il se plantera comme n'importe qui. Un bon entraîneur peut devenir nul dans un contexte qui est défavorable, mais tout n'est parfois pas blanc ou noir. Tu peux avoir des contextes qui réussissent à certains entraîneurs et pas à d'autres. L'exemple qu'on donne systématiquement dans le club de Ligue 1, où on est un championnat de formation, il faut bien se l'avouer, c'est la capacité d'un entraîneur à faire grandir des jeunes.
Un mec comme José Mourinho a souvent appuyé ses équipes avec des cadors, des joueurs d'expérience, des mecs de confiance, des relais qui avaient pas mal baroudé en cours de carrière. Et évidemment, Mourinho a su faire avec pas mal de jeunes joueurs au cours de sa carrière, mais c'est souvent un truc qu'on va prêter aux Portugais, c'est un entraîneur qui généralement se débrouille bien avec des éléments d'expérience. A contrario, tu as des entraîneurs qui sont connus pour faire extrêmement bien grandir leur groupe, et ça, finalement, ça fait que si vous avez une équipe jeune, vous n'allez pas forcément choisir le même entraîneur. De la même manière, la capacité à faire avec un effectif contraint, c'est quelque chose qui ne met pas tous les entraîneurs sur un pied d'égalité. J'aime beaucoup Antonio Conte, par exemple, mais il faut avouer qu'Antonio Conte, quand il débarque dans un club, il a l'habitude d'avoir certaines exigences mercato, et que si je sais que je suis interdit de recrutement, c'est pas forcément le premier nom vers lequel je me tournerai. Tu peux également parler de profils qui sont assez connus pour mettre en place des idées de jeu très précises, comme par exemple Pep Guardiola. Guardiola, il a toujours été dans des clubs où il a eu généralement un gros budget mercato, où il a pu construire une équipe à l'image de sa philosophie de football. Demain, si je fais venir Pep Guardiola dans un club qui joue le maintien en Ligue 1, je suis pas sûr qu'il puisse exprimer toutes ses qualités de coach, et je suis pas sûr que ce soit le contexte qui lui soit le plus propice. Et au-delà des questions de recrutement, je parlais d'un club qui joue le maintien, je considère également que c'est pas la même chose d'être un bon entraîneur dans un grand club et un bon entraîneur dans un petit club. Dans un grand club, tu vas devoir avoir une partie communication beaucoup plus importante. Si t'es pas dans un club exposé médiatiquement, tu peux être claqué au sol en conférence de presse, c'est pas grave, du moment que tu fais le taf avec ton groupe, du moment que tu fais le taf tactiquement, tu vas réussir à avoir des résultats. Mais par contre, dans un grand club, il suffit pas d'être bon dans tes premières missions d'entraîneur, t'es également porteur de l'image du club, t'as une pression médiatique, et finalement, si t'es naze en termes de communication, tu vas te mettre la presse à dos et tu vas vraiment créer un contexte qui va pouvoir te plomber. C'est un peu comme les gardiens. On dit parfois qu'il y a des grands gardiens de petits clubs et qui n'arrivent pas à passer le cap et être des grands gardiens de grands clubs, parce que généralement dans un grand club, c'est pas le même métier, tu vas subir un petit peu moins de tirs, il faudra être décisif peut-être qu'une fois au cours d'une rencontre, mais il faudra l'être durant ce moment. C'est un peu la même chose pour les entraîneurs. Et puis dernier point, spécifiquement sur jouer le maintien ou jouer le haut de tableau, sans même parler de l'environnement médiatique, réussir à construire une équipe qui perd le moins de matchs possible pour réussir à se maintenir, ou construire une équipe qui doit tout gagner, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Un peu à l'image de certains joueurs qui sont parfois pas faits pour jouer le maintien et qui s'écroulent totalement dès que les contextes deviennent un petit peu plus tendus, je considère que c'est la même chose pour les entraîneurs. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entraîneur, c'est pas un technicien tout-terrain. À chaque situation, son entraîneur, à chaque problème, son outil. Et donc là, le mythe de l'entraîneur qui réussit tout, il faut l'enlever. Parfois, avoir un coach pourri est la meilleure chose qui peut arriver à votre club. Je sais que ça paraît ultra provocateur dit comme ça, mais si on prend un club qui est dans une situation périlleuse où tout est extrêmement tendu et où finalement tu essayes de retrouver un petit peu de rationalité, c'est pas le plus grand technicien, tacticien, penseur du football qu'il te faut. C'est peut-être pas le moment de faire venir Marcelo Bielsa, pour donner un nom qui est assez connoté dans la culture foot. Je pense par exemple à l'Olympique de Marseille en ce moment. Marseille a besoin d'avoir un petit peu de stabilité, de retourner à des choses simples. Quand je vois le nom d'Habib Beye circuler dans les rumeurs, je me dis que la marche est vraiment trop haute pour lui. Mais si je prends un petit peu de recul, je me dis finalement, est-ce que tu as besoin d'un mec qui est absolument génial du côté de Marseille en ce moment ? Ce que Marseille doit avoir en ce moment, c'est un technicien qui est capable de rassurer un petit peu son groupe, qui est capable de mettre en place une autorité, qui est capable d'avoir un projet de jeu simple qui est immédiatement efficace, et ça c'est important parce que tous les coachs ne sont pas capables de faire ça, et finalement c'est pas la qualité absolue de ton entraîneur qui est la chose la plus importante à évaluer. Et un coach qui parfois est un petit peu limité est un coach qui saura faire avec des contraintes qui sont celles du moment. Rêver à un grand coach pour rêver d'un grand coach, je pense pas que ce soit le meilleur truc à faire, et je vais même aller plus loin dans la provocation. Il y a certains clubs, certaines situations où je me dis que, je prends par exemple le FC Nantes actuellement, désolé, je vais provoquer des AVC, peut-être que Pascal Dupraz serait plus cohérent sur le banc du FC Nantes actuellement
que Zidane ou Jürgen Klopp. Et pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a absolument aucun débat sur ces entraîneurs, on sait tous qui sont les meilleurs. La morale de l'histoire concernant les entraîneurs, c'est qu'un entraîneur qui est viré de votre club et qui apparaît comme un gros nulos ne l'est peut-être pas réellement. C'est peut-être à cause du contexte qui le plombe complètement, c'est peut-être parce qu'il est arrivé en bout de course au sein de votre club et que finalement il n'est pas aligné avec ce dont a besoin aujourd'hui le club. Il faut pas se dire, dès qu'un entraîneur quitte votre club et qu'il réussit ailleurs, ah ben voilà, c'est la preuve absolue qu'il fallait le garder. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et la deuxième partie, c'est que quand vous attendez un entraîneur pour sauver votre club, bah si la problématique initiale du club n'a pas été réglée, l'entraîneur il sauvera pas grand chose. J'en parlais pour le Stade Rennais, il y a une question de direction sportive qui est peut-être à interroger sur la construction de l'effectif, et un nouvel entraîneur, s'il arrive juste en tant qu'entraîneur, il pourra pas résoudre ça à lui tout seul. Je parle des Rennais, je vais équilibrer la force, je vais parler des Nantais. On sait tous que le Kita Circus, c'est le vrai problème du côté du FC Nantes. On a vu un nombre incalculable d'entraîneurs passer. Luis Castro s'est planté à Nantes, mais est-ce que Jürgen Klopp aurait fait mieux que Luis Castro ? Bah dans les mêmes conditions, j'en suis pas persuadé. Et là encore, même si j'aime pas beaucoup le taf que fait Kantari et que j'estime que c'est pas un entraîneur extraordinaire, ça me paraît très limité de mettre le problème sur lui. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'un entraîneur vient dans votre club, il faut pas forcément vous demander si c'est un bon ou un mauvais entraîneur. Parce que des bons entraîneurs qui se plantent, il y en a toujours eu, même les plus grands, et des mauvais entraîneurs qui parfois réussissent à faire des saisons exceptionnelles, il y en a aussi toujours eu. C'est pas pour rien qu'on a des tocards qui ont gagné des Ligues des Champions et des entraîneurs géniaux qui n'ont jamais soulevé cette coupe ultime. Ce qu'il faut se demander, c'est quels sont les besoins de mon club, est-ce que cet entraîneur a auparavant brillé dans ce contexte, et si c'est pas le cas, est-ce qu'il a quand même les capacités de le faire ? Je pense qu'au moment où ça bouge pas mal sur les bancs de certains de nos clubs, c'est vraiment le prisme d'analyse numéro 1, plus que la qualité absolue des entraîneurs. Sur ce, je vous dis à demain pour beau week-end, plutôt, parce qu'on est vendredi. Salut!